Appréciation. Naturellement, nous avons décidé de nous retrouver en atelier, séminaire atelier, pour pouvoir approfondir les enseignements qui sont extrêmement importants à tirer de ce scrutin référendaire. Donc aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, ce que nous avons à vous dire, c'est que le projet de réforme constitutionnelle soumis au référendum du 20 mars 2016 a été rejeté par 75,87% des électeurs sénégalais qui ont choisi de s'abstenir ou de voter non à ce référendum. Ces 75,87% sont les chiffres officiels. La coalition Gorthié Wahdia rejette résolument les résultats du référendum. C'est la première position importante que nous vous indiquons. Nous rejetons ces résultats. Il est clair que le rejet qui a été opéré par les électeurs sénégalais aurait été encore plus massif si le vote oui n'avait pas été artificiellement gonflé par les pratiques répréhensibles du président de la République et de son clan. Évidemment, nous ne pouvons poursuivre sans au préalable remercier très chaleureusement toutes les Sénégalaises et tous les Sénégalais qui ont rejeté ce projet de référendum. Nous leur rendons un hommage vibrant en estimant évidemment qu'ils ont pris la juste mesure de ce que cette proposition signifiait pour notre pays. Nous avons également dénoncé l'achat des consciences. La loi électorale prévoit et punit expressément l'achat de vote en son article L104. Or, de très nombreux compatriotes, hommes et femmes, ont été témoins de l'achat public de centaines de milliers de votes partout dans le pays et dans la diaspora. Ces achats de conscience ont été opérés dans les maisons, dans les centres de vote ou leurs abords. Beaucoup de personnages supposés influents au Sénégal, dans tous les milieux, y compris dans les milieux de la presse, nous insistons, ont eu à apporter leur contribution au oui à coût de dizaines ou de centaines de millions. Le ministre des Finances a été l'un des principaux acteurs de cette corruption généralisée, y compris à l'endroit de certains groupes de presse. Des maires et des élus ont fait l'objet de chantage et de corruption et ont été contraints à la transhumance. Je signale également que le ministre chargé de la microfinance, je m'arrête ici, chers journalistes, je n'ai pas vu ce phénomène sous le régime de Senghor. J'étais jeune, mais je m'intéressais à la politique. Je ne l'ai pas vu sous le régime de Diouf, je ne l'ai pas vu sous le régime d'Abdoulaye Wade. Avec le régime du président Sall, on a fait voter à l'Assemblée des budgets, l'argent public pour la microfinance, pour les bourses familiales. Cet argent est utilisé pour entretenir l'appareil du parti du président de la République et pour corrompre les Sénégalais. Nous avons vu en pleine campagne des opérations de distribution de chèques, d'appui financier à des groupements féminins, à des jeunes, à partout, en pleine campagne électorale. Cela s'appelle de la corruption. Et là, on fait la corruption grâce à l'argent public prélevé sur les fonds publics. Ceci me paraît être véritablement une nouveauté dont il faut s'occuper. Nous interpellons l'OFNAC
Et nous lui demandons de s'autosaisir pour une enquête approfondie sur l'origine des fonds mis par le pouvoir dans cette campagne référendaire. Nous interpellons également le FMI, la Banque mondiale et l'ensemble des partenaires au développement qui devraient avoir le souci de la bonne gouvernance et de l'utilisation judicieuse de nos maigres ressources, surtout au niveau des secteurs sociaux comme la santé, comme l'éducation, comme les collectivités locales, comme la justice, etc. Nous avons également observé la manipulation et l'intimidation des médias. D'abord, la RTS, il faut qu'on en parle. La RTS est un média du service public qui a réalisé l'exploit de renvoyer l'image d'un Sénégal où le pluralisme et la diversité n'existent pas. Depuis 4 années, la RTS s'est comportée comme l'organe central de l'État parti APR. Le Conseil national de régulation de l'audiovisuel a publiquement invité la RTS à se conformer à la loi en matière d'équilibre dans le traitement de l'information politique. La seule réponse à notre connaissance que le CNRA a reçue de la RTS, ça a été le mépris. Les mêmes pratiques se poursuivent 24 heures sur 24, sans coup férir. Nous saisissons cette occasion pour exprimer tout notre soutien au groupe Walfadjri, puisque, évidemment, ce groupe a été agressé par le pouvoir, parce que probablement il refuse de ramper à ses pieds. Comment on peut comprendre que celui qui dirige la RTP, qui est un militant connu du parti présidentiel, aille au groupe Walfadjri pour l'empêcher de travailler en laissant derrière lui la RTS qui, lui, évidemment, ne s'intéresse pas du tout à ce qui se passe hors des enclos de la paix. Évidemment, nous condamnons l'acte que ce militant de la paix a posé. Nous nous tenons évidemment aux côtés de Walfadjri, puisque cette agression est une agression caractérisée contre la liberté d'expression. Nous avons également observé la rupture du consensus de 92, ce que nous appelons le consensus de 92. Nous nous trouvons aujourd'hui au Sénégal en face d'une rupture radicale du code consensuel de 1992 qui a permis depuis l'organisation d'une série d'élections sans tension ni contestation jusqu'à ce référendum honteux. Aujourd'hui, nous sommes donc bien retournés à la situation d'avant 1992 en matière d'élection. Nous ne saurions donc faire moins que cette génération qui s'est battue, qui s'est sacrifiée et qui nous a permis pendant un quart de siècle d'avoir des élections pour l'essentiel transparentes et honnêtes, pouvant déboucher, si telle est la volonté populaire, sur des alternatives, des alternances démocratiques et pacifiques à la tête des institutions représentatives. Je crois que cette question est essentielle. Depuis 1992, jamais une élection n'a été sérieusement contestée au Sénégal. Parce que le pouvoir, à l'époque du Parti socialiste, ensuite du Parti démocratique sénégalais, et leur opposition, ces deux entités et la société civile ont constamment discuté de tous les
tenant et aboutissant du processus électoral. Chaque fois que l'opposition a souhaité rencontrer le pouvoir autour de préoccupations qu'elle avait, le pouvoir a accepté, a discuté et a trouvé des solutions avec son opposition. Chaque fois que c'était le pouvoir qui avait besoin de discuter avec l'opposition, le pouvoir a appelé, l'opposition a répondu, ils ont discuté et ils sont tombés d'accord sur ce qu'il y avait à faire. C'est la raison pour laquelle, au demeurant, les résultats, justement, n'ont jamais pu être sérieusement contestés. Aujourd'hui, depuis que le président Macky Sall est là, le pouvoir n'a jamais accepté de s'asseoir avec l'opposition pour discuter des questions de fond qui concernent le processus électoral. C'est vrai qu'il y a eu des discussions quand il s'est agi de résoudre un peu des dispositions du code électoral, etc. Mais le processus lui-même, la conception que les uns et les autres en ont, on n'a pas eu, à ma connaissance jusqu'ici, des discussions sérieuses pour arriver à des consensus. C'est ainsi que, avec ce référendum, tout ce qui s'est passé contredit et qui contredit la loi a été fait de manière planifiée et consciente par le pouvoir, simplement parce que, bon, on a décidé que le non devait gagner. Alors, le oui devait gagner. Alors, je crois que cette question est très, très importante parce que nous ne pouvons pas, en tant qu'opposition, laisser ce processus se poursuivre, cette façon de faire se poursuivre jusqu'aux élections législatives de 2017. C'est absolument impensable. C'est absolument impensable. Par conséquent, aussi bien pour l'opinion intérieure que pour l'opinion internationale, il faut qu'on sache que la rupture du consensus de 1992 a été consacrée par ce scrutin référendaire et que par conséquent, nous sommes obligés de retourner au sacrifice et aux luttes qui avaient été consenties par les générations de cette époque-là pour revenir, pour obtenir de nouveau un consensus qui, nous l'espérons évidemment, sera un consensus même supérieur à celui qui a fonctionné depuis lors. Si le gouvernement en place, le pouvoir en place y consent, évidemment, nous pourrons résoudre toutes ces questions-là de façon pacifique et de façon calme. Mais si, évidemment, le pouvoir persiste dans ce que nous avons perçu comme une volonté de violer la loi et de confisquer le suffrage des Sénégalais, en ce moment, nous serons obligés de faire face. Enfin, nous avons pris un certain nombre de décisions en attendant le séminaire atelier. C'est premièrement de récuser le ministre de l'Intérieur comme organisateur des élections. Certains d'entre nous l'avaient déjà dit. Le scrutin référendaire ne les a pas démentis, mais au contraire, ce scrutin a confirmé la nécessité de disposer d'un organe de régulation, d'une instance autonome, dirigée par une personnalité consensuelle pour l'organisation de toutes élections futures. Deuxièmement, nous avons décidé d'exiger un audit indépendant du fichier électoral en présence d'experts de l'opposition et également que le code électoral puisse être révisé en profondeur au vu des expériences de l'expérience que nous avons vécue avec ce scrutin référendaire. Troisièmement, nous avons décidé de saisir par des correspondances appropriées la Banque mondiale et le FMI pour qu'ils prennent leurs responsabilités dans ce gaspillage éhonté de l'argent public à des fins politiciennes. Voilà ce que nous avions estimé devoir partager avec vous cet après-midi, en attendant, comme nous vous l'avons dit, de nous retrouver un autre moment en séminaire atelier pour aller au fond
de toutes ces questions extrêmement importantes qui ont préoccupé les Sénégalais. Je vous remercie. S'informer en temps réel, site d'information exclusive numéro 1, www.lerl.net. Un nouveau look de lerl.net, une valeur sûre du journalisme en ligne, 12 journalistes, des reporters sur le terrain, dont des anciens éléments, des renseignements généraux pour les investigations, des enquêtes fouillées, des reportages chocs et une rubrique People riche en infos, sans oublier la web TV. Lerl.net, s'informer en temps réel.